Hi everyone. So my name is Mathilde Buener. I am an interaction designer graduated from HED Geneva. Today I'll present you a project called Yuska. Yuska is a term that means the imaginary and often lively conversation that you carry out in your head between yourself and someone else. This term talks about this habit we all have to rehearse our conversations and carefully choose the words we plan to use. This project is a design project exploring the future of technologies that help us to converse and to communicate. It is based on the assumption that the way we talk, the words we use, tell a lot about who we are and what we think. Today, there are plenty of scientists in the field of computational linguistics that collaborate with psychologists to try to extract sentiments from text. This is also a widespread idea in many personal development to the sciences like hypnosis or autosuggestion. These pseudo-theories consider language so powerful that changing our talking habits could actually change the way we look at the world. This way, by identifying our own routines, we can then reassess it and finally change it. Concretely, the project makes a link between these ideas and the rise of apps which has a continuous presence on our communications. It takes the form of a messaging app that quantifies the user's talking habits and provides a sentiment analysis of the text messages. This app basically takes all the messages sent and received in the phone. It analyzes each word and emoji to detect sentiment or personality traits. Some are very basic, like the polarity. Is the message rather positive or rather negative? Some others are a bit more complicated and are based on scientific studies that try to associate words with personality traits, like the openness, the conscientiousness, or the psychopathy. All this information is used to show the users some insights into the way he talks. For example, statistics on the words he uses the most, or its positivity over days, or a comparison between himself and his contact personality. With this data, people can make observations about their own personality. If I see I use twice as more I than you, I can conclude I am maybe a bit narcissist. If I see I am more negative on Mondays, I can conclude I'm usually a bit tired of the weekend. If I see I am more open and positive with some of my friends, I can conclude they have a negative effect on me. And eventually, if I'm bothered with some observations, I can modify my talking habits. I can be more careful of speaking less about me, and instead ask news about my friends. I can avoid to chat the days I'm usually the most negative, or on the contrary, try to speak with the contacts that are the most positive. I can avoid talking to some of my contacts, or even delete them from my contact list. Of course, the accuracy of those analyses is not good at all, and the conclusions are closer of pop psychology than real perspicuity. But this does not really matter. The important point I want to underline is how these informations allows me to challenge my daily routines, how they make me realize the importance of the words I say, how they push me into turning things over my head and understand better the hidden mechanics of language. More than showing statistics on the past conversations, the app also contains a writing interface that analyzes in real time the messages you are writing. It takes some of the analysis, for example the polarity, and shows you what your message seems to express. With this feedback, I can twist a bit the way I write to be closer of what I want to express. And what I want to express is not always perfect positivity. If I write to my parents, maybe I just try to be the most altruistic as possible by asking news about them instead of talking about me. Or if I want to date someone, I can try to express the most openness as possible. Or even, if I'm very angry at a colleague and I want to show him my dislike,
I can try to write the most negative message ever. Once again, the accuracy is less important than the questioning provoked by the app. Finally, as the app analyzes text, if we have a performance speech recognition, we can use it on oral conversations, like in video calls. Fortunately, as you can see on the video, the recognition in French is not so good. After this little presentation, I would like to take a step back and talk a bit about the implications of such applications. Do we really want to be analyzed constantly? I don't think so. And can quantitative data really provide a comprehension of the world we live in? Again, surely not. But those technologies exist, they are not fiction, and they are already used by many people. We can think at Facebook, recently blamed for using sentiment analysis to target kids feeling anxious. Or at advertisers who carefully choose their words to make their slogan more attractive. Or at politicians who use this sentiment analysis to detect who's going to be the most receptive to a certain message. In a society that is continuously appealing our emotions, we all need to understand the hidden mechanics of those algorithms. That's why a more interesting way of seeing this app is as a tool for popularizing how this algorithm operates. If people get a better understanding of the sentiments associated with their own communications, they can in return develop the ability to read between the lines of the other speeches. And finally, develop a form of immunity at targeted solicitations. To finish, I encourage you to have a look at the video I did for documenting the project. You've seen some extracts during the speech. And yes, follow me on Twitter if you want to get in touch. Thank you. Thank you very much, Mathilde, for your talk. Are there any questions? I will leave you the floor first now. Please, Sam. Yeah, I would like you to explain a little bit more about the moral implications, the ethical implications. How do you want to manage this? What is your standpoint? Because we know that it's a gray zone, and as no one knows exactly what to do with it, what's your standpoint about it? I'm going to answer it in French, if it's okay. En fait, comme j'expliquais à la fin du talk, moi je considère cet outil aussi comme un outil de vulgarisation de comment ces technologies fonctionnent. Elles existent, elles sont là, elles sont déjà utilisées par des gens. Et du coup, c'est assez important que les gens aient une compréhension de leurs mécanismes, de comment elles fonctionnent. Et c'est pas forcément l'idée de s'espionner soi-même, mais c'est aussi l'idée de réussir à être plus attentif à la manière dont les autres nous parlent, et puis à repérer le sous-texte en fait qui est caché dans les discours de plus en plus targetés, notamment des publicitaires ou des politiciens. J'ai une question. Yes. Oui, ok. J'ai une question sur l'analyse de sentiments. Donc, il y a quelques années, on a participé à un projet. Et à cette époque, il y avait encore certaines limitations, par exemple, sur le fait d'une personne utilisant l'ironie, c'est-à-dire en disant le contraire de ce qu'elle pense. Mais de nos jours, est-ce que les systèmes arrivent à analyser ça, l'ironie ? Je sais pas, peut-être, mais moi, c'est pas. Ce qui m'intéressait ici, c'était d'utiliser des analyses qui sont finalement très basiques, mais pour lesquelles, vous voyez, dans l'interface d'écriture, par exemple, quand on écrit, on voit en direct quel mot fait changer quelle émotion ou quel trait de personnalité. Pour moi, c'est ça qui est intéressant, c'est cette transparence finalement de l'algorithme, parce que même s'il est moins exact, on comprend mieux. Si on commence à prendre en compte, essayer en tout cas de prendre en compte des choses comme l'ironie, comme les négations, on perd finalement cette relation directe entre les mots utilisés et leur interprétation. Donc effectivement, moi, c'était aussi assez proche dans le sens où la notion effectivement d'exactitude, mais surtout
Après, le piège que je vois là-dedans, c'est qu'on risque de très facilement, très rapidement classifier en fait des personnes. Et je suis pas sûr que ce soit enfin, ça me parle pas. Dans le sens là, je me permets un peu de challenger. Quelque part, on enferme quelqu'un dans un sentiment, on l'a réduit à ça. Alors peut-être c'est même faux. Est-ce que de ce côté-là, on risque pas de... Oui, j'imagine qu'une utilisation quotidienne de ce genre d'outils peut mener à ce type de dérive en fait. Mais ici, la seule partie de l'application que j'ai implémentée, c'est cette interface d'écriture. Et c'est aussi pour ça que j'ai présenté tout le reste, et même l'interface d'écriture, avec ces dessins, avec cette idée du prototype. Moi, je suis designer, je fais du design des interfaces, donc je sais faire des carrés en couleur, mais voilà, je voulais faire ressortir ce côté prototype, ce côté expérimental, ce côté ça marche, mais en même temps, c'est pas sur le Play Store non plus. Et donc voilà. Pour moi, le traitement de l'interface répond aussi un peu à cette problématique, c'est-à-dire on n'est pas dans un outil qui est là pour être commercialisé ou pour être la base d'une start-up, quoi. Okay, one more question. Thank you. Yeah. Merci beaucoup, c'est super intéressant. J'aime beaucoup cette façon de présenter une réalité émotionnelle. Moi-même, je me suis intéressée à pas mal d'applications qui permettaient d'avoir un tracking de l'humeur et puis d'avoir un petit peu un highlight sur les facteurs qui périclitent en fait. Et puis après avoir une discussion avec quelqu'un pour donner une meilleure tournure à son existence. Et ce qui est rigolo, c'est l'analyse de sentiments. J'avais essayé de me procurer un document source parce que j'avais un dataset de l'Office du tourisme de Zurich qui avait mis une borne où tu pouvais, les passants mettaient des souhaits. Et puis je voulais évaluer ces souhaits, puis essayer de tirer quelque chose. Puis ayant ce dataset, je me demandais quelles contraintes j'avais pour rendre compatibles mes phrases. Qu'est-ce qu'il fallait que je mette comme critère ou qu'est-ce qu'il fallait que je décrypte pour rendre compatible avec différentes sentiment analysis datasheets. Où est-ce que toi tu vas piocher pour ces informations? Parce que je me voyais mal aller dans le GitHub, dans le Open Data, c'est le marasme, pour trouver en fait un truc commun. Je suis pas sûre d'avoir compris la question. L'analyse des sentiments. Ouais. Parce qu'il y a maintenant de plus en plus de reconnaissance faciale, puis eux, en fonction de ta réaction du visage, ouais. ils calculent si tu es positif ou négatif sur les contenus. Ton système, il repose sur... Oui, ok. Oui, donc le système que j'utilise, il y a différents systèmes, mais ça repose sur des mots qui sont labellisés. Par exemple, l'analyse de la polarité, il y a 2000 mots qui sont catégorisés avec des scores qui vont de -5 à 5. Et puis, ami, ça vaut 3 et problème, ça vaut -4. Ça, c'est des gens qui ont fait des études et qui ont labellisé ces mots-là. Mais ça reste aussi des labellisations qui sont totalement subjectives. Et les autres, quand je parlais des analyses un peu plus compliquées de ces traits de personnalité, c'est des gens qui sont dans le champ de la linguistique computationnelle, qui ont travaillé avec des psychologues pour essayer de quantifier certains traits de personnalité. Par exemple, pour la psychopathie, il faut remplir un questionnaire à des gens. À partir de ça, ils estiment leur taux de psychopathie. Ensuite, ils regardent leurs tweets et puis ils regardent quels sont les mots qui sont statistiquement plus utilisés par les gens qui présentent ces traits de personnalité que les gens qui ne les présentent pas. Donc ça pose tout un tas de questions. Hein. Comment ces données-là, elles sont produites? C'est des données qui sont faites à partir des bases de données qui sont faites à partir de tweets. Voilà, il y a tout un tas d'implications derrière ça. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai essayé de documenter dans le code source du projet. Thank you very much, Mathilde. We have to cut the discussion short. Thank you.